À la veille de l'anniversaire de l'attaque du 7 octobre, des manifestations en soutien à Gaza se multiplient partout dans le monde. Nous, on manifeste, on voudrait qu'il y ait le cessez-le-feu à Gaza. On en a marre de voir les massacres tous les jours, de voir des enfants déchiquetés par centaines, par milliers. On est là pour dire au gouvernement français qu'on a besoin qu'il fasse pression sur cette entité qui n'arrête pas depuis un an. Le 5 octobre, au micro de France Inter, Emmanuel Macron se disait favorable à l'arrêt de la vente d'armes utilisées à Gaza. Je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est qu'on revienne à une solution politique, qu'on cesse de livrer les armes pour mener les combats sur Gaza. La France n'en livre pas. Un jour très particulier pour les Israéliens aussi aujourd'hui. On sait ce que ça a provoqué le 7 octobre comme séisme et comme choc. Cette question de l'empathie, est-ce qu'il y a de l'empathie pour des Israéliens pour Je vais vous répondre les très Palestiniens? directement. Ce que je pense, c'est qu'il y a une crise plus ou moins larvée sur la question de Gaza. Je le vois par exemple dans l'évolution des manifestants, ce qu'ils disent. Avant, c'était uniquement, ils disaient libérer les otages. Et là, parmi eux, on voit de plus en plus de gens qui disent arrêter la guerre. On peut dire qu'il y a une compréhension qui évolue. On n'en reste pas à cette idée de sauver les nôtres. Mais quand on dit arrêter la guerre, c'est pour nous, mais pas seulement pour nous. Bon, on peut dire ça. Mais sur le fond, je pense que la société israélienne, très globalement, est totalement, alors on ne va pas dire des termes définitifs, autiste, on peut dire autiste. C'est-à-dire, elle est incapable de tenir compte de ce qu'elle commet et de ce qu'elle fait subir à d'autres. Par exemple, il faut faire la comparaison avec ce qui se passe au Liban. Il y a une critique mais la critique qui entre sur ce qui se passe à Gaza, elle est sur la manière de mener cette guerre. Et elle est accompagnée du sentiment que tout ça ne mène à rien. D'abord, on n'arrive pas à gagner. De facto, le Hamas n'est pas éradiqué. Ça fait 1 an qu'on nous promet l'éradication. Évidemment, le Hamas est très affaibli. Et il n'empêche que tous les 3-4 jours, on nous annonce que les soldats israéliens sont morts parce qu'ils ont été abattus. Et donc, il y a un sentiment que ça va pas sur ce qui se passe au Liban, mais c'est l'enthousiasme généralisé. Et puis, il y a, d'une certaine manière, on peut dire ceux qui sauvent l'honneur d'Israël, mais ils sont, je sais pas, 1%. J'ai parlé avec l'un d'entre eux, Breaking the Silence, et donc je parlais avec lui, j'ai dit, mais bon, tous ensemble, B'Tselem, Breaking the Silence, combien vous êtes? 1%. Ça donne Donc ça donne une idée. Alors ils existent, ils sont extraordinaires, ils sont formidables, En face, il n'y en a pas 99. En face, il y a, je sais pas, 70% des gens qui soutiennent avec enthousiasme ce que Israël fait au Liban. Il fallait voir les manifestations de joie, les cris de joie dans les rues, de gens qui applaudissaient lorsqu'il y a eu l'attaque ce qu'on appelle les beepers, etc. Ça me rappelle des images dans un film sur la guerre de 2009, où on voyait des gens pique-niquer sur les collines et applaudir quand les bombes tombaient sur les Palestiniens. Applaudir de joie. Donc, ça n'a pas changé. Et puis, il y a une frange qui est atone, qui trouve que c'est pas bien, qui trouve qu'on ne devrait pas, qui trouve qu'on est, que tout n'est pas faux dans ce qu'on dit sur nous, des choses comme ça, mais qui ne prennent pas le taureau par les cornes et voilà. Et alors, certains s'en vont, certains quittent le pays. Certains quittent le pays. Oui, certains quittent le pays. Beaucoup. Michel Sibony, oui. Ce qui ressort très fort, c'est le sentiment d'abandon à Gaza, cet abandon de l'humanité par l'humanité. Je trouve que c'est très important de restituer à ces gens leur humanité, parce que il y a un narratif qui l'a écrasé. C'est le narratif occidental, on va dire au sens large, qui a fait
qui a fait d'eux des dommages collatéraux, au fond. Le narratif occidental dominant, c'est ils sont en train de chasser les terroristes du Hamas, donc il y a des morts autour. Non. La cible principale, c'est la population civile. C'est un mensonge de croire à ça. C'est pas le Hamas qui est visé. C'est la population de Gaza dans un plan, franchement, qui porte un nom. Ben oui. La doctrine d'Ahia, c'est vraiment, c'est une doctrine de l'armée. Exactement. En 2006 d'ailleurs. Donc voilà, il faut se rappeler de ça. Et puis, effectivement, quand on parle d'empathie, puisque vous sollicitiez nos réactions sur l'empathie, moi j'ai beaucoup d'empathie pour toutes les victimes de cette histoire. Les victimes juives du 7 octobre et les victimes palestiniennes depuis et avant le 7 octobre. Je pense que de ces deux narratifs qui se sont affrontés, le narratif juif israélien, nous sommes dans la légitime défense, comme si un oppresseur, envahisseur et occupant pouvait être dans la légitime défense. Contre le narratif palestinien, ce serait bien, je le dis platement, mais ce serait bien qu'on arrive à comprendre qu'en fait il y a un seul narratif, que tous ces gens-là, les Juifs morts le 7 octobre et tous ceux qui ont suivi le 7 octobre sont les victimes du régime colonial. Tous sont les victimes du régime colonial. Et que tant qu'on ne touchera pas à ce régime et qu'on ne le posera pas comme la pierre angulaire de tout ce qui est en train de se passer, rien ne sera possible. Mais en réalité, si on acceptait de considérer que les Juifs qui ont été tués le 7 octobre ont été tués parce qu'ils sont pris dans le système colonial qui fait d'eux des privilégiés, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils soient des gens bien ou pas, c'est pas la question. Structurellement, ils sont pris dans un système qui les désigne comme cible. D'où la peur des Israéliens, et une peur justifiée, sauf qu'on lui donne de faux motifs à cette peur. On lui dit c'est le terrorisme. Non, c'est pas le terrorisme. Il y a une guerre de libération. Le 7 octobre, c'est un des épisodes, et tout ce qui s'est passé depuis, parce que c'est pas le 7 octobre, c'est un des épisodes d'une guerre de libération d'un peuple opprimé et colonisé. Tant qu'on n'accepte pas ça, on est dans une forme de barbarie, qui est un narratif qui écrase l'autre, et un peuple qui en écrase un autre. Et c'est d'autant plus important de mettre justement ça dans un contexte, dans son vrai contexte justement de guerre coloniale. Ça évite aussi certaines formulations malheureuses qu'on a entendues, notamment de la part de la présidence de la République, mais aussi d'autres personnalités politiques ou dans le discours médiatique aussi en France, de désigner ça comme un pogrom, de dire que c'est le plus grand massacre de Juifs depuis la Shoah, alors que comme si en fait ils avaient été tués, les victimes du 7 octobre avaient été tuées parce qu'elles étaient juives et non pas parce que à cause de leur statut de d'Israéliens occupants, etc. Ouais. Et ça permet ça c'est le narratif dominant, celui qui écrase la Palestine. Et c'est vraiment terrible pour tous les gens d'être enfermés dans ce narratif. Et en même temps, si on pense à la société française, il y a beaucoup de gens qui croient être informés. Enfin, si les gens écoutent les grandes chaînes de télévision françaises, ils sont absolument prisonniers d'un système qui les empêche de réfléchir, en fait, qui leur a donné des clés en main du prêt-à-penser. Pense-t-il, il y a rien à penser dans cette histoire-là. Rappelez-vous du premier mot d'ordre, on n'a pas le droit de parler de contexte. C'est quand même ahurissant, on est en train de transformer les gens en parfaits imbéciles, quoi. Pas d'historicisation possible. Raphaël Maison, peut-être une réaction aussi? Oui, brièvement, ce qui m'a frappé, c'est plusieurs aspects de cette vie à Gaza. D'abord, c'est la durée, un an. Donc on a cette situation infligée depuis un an. Donc ça peut apparaître un peu inédit, d'autant plus que la situation est très connue et très documentée si on souhaite se documenter. Donc il y a la longue durée un an d'offensive génocidaire, avec des alertes des Nations Unies, et donc là je crois que très, très évidemment le fait que cette situation se prolonge est lié, comme vous l'avez dit, au soutien occidental, au soutien en premier lieu des États-Unis, et
l'appui d'un certain nombre d'alliés. Ça, c'est tout à fait majeur, et vous l'avez rappelé, Sylvain Sipel. Ce qu'on voit aussi, Sarah l'a dit, c'est ces ordres d'évacuation permanents, hein, cette obligation de se déplacer pour éventuellement être bombardé là où on va se déplacer. Ça, c'est assez spécifique, je trouve, à la situation de Gaza par rapport à d'autres contextes. Et se déplacer dans un espace qui reste complètement clos. Ça, c'est beaucoup d'observateurs l'ont remarqué. C'est le siège de Gaza depuis longtemps, mais là, l'offensive de nature génocidaire sur un espace complètement clos, ça laisse vraiment très peu de chance. Il y a la thématique du soin qui apparaît. On voit beaucoup d'ambulances, dont la guerre faite aux soins. Donc, non seulement vous êtes blessé par les bombardements ou vous êtes mort, mais si vous êtes blessé, vous pouvez pas être soigné. Donc ça, c'est quand même très spécifique aussi. C'est-à-dire cette atteinte systématique aux hôpitaux et aux soins. Ça, on ne le voit pas nécessairement dans d'autres contextes. Et puis, l'accès aux éléments essentiels de la survie, nourriture, eau. Et ça, c'est vrai que dès le 9 octobre, quand Yoav Gallant a dit nous combattons des animaux humains, il n'y aura pas d'eau, pas de nourriture. Je pense que ceux qui connaissaient un peu la situation ont immédiatement été très effrayés de ce que ça pouvait signifier, s'agissant d'une population qui se trouve dans un espace complètement clos, sans aucune possibilité de se déplacer, autre que dans l'espace clos et sur ordre de l'armée israélienne. Alors, comme vous l'avez affaibli par 17 ans de siège. Je vais juste rajouter quelque chose qui me semble important, puisque j'interromps le truc, c'est qu'il faut jamais oublier la destruction des écoles et des universités. Moi, il y a quelque chose, je me rappelle, j'étais pendant l'opération que Sharon j'étais envoyé par Le Monde en 2002, il y a eu une immense opération, c'était une razzia dans les Nechta, hein, c'était ça. Et j'étais vraiment très étonné, parce que j'avais vu à Ramallah l'armée rentrait dans les maisons des Palestiniens et en fait, ils cassaient tous les ordinateurs. Je me rappelle de ça. Tu te rappelles ? Exact. Ils cassaient les ordinateurs. C'était systématique. En fait, des fois, ils mettaient le bordel, excusez-moi, pour le terme, c'est-à-dire ils cassaient tout, mais de manière systématique, ils cassaient les ordinateurs. Et pourquoi ils font ça, quoi ? Parce que normalement, ils devraient prendre les ordinateurs et regarder ce qu'il y a dedans, par exemple. Mais non, ils cassaient les ordinateurs. Ils cassaient les ordinateurs parce que c'est pas possible qu'un arabe ait un ordinateur, quoi. Un arabe, il est garagiste ou il est coiffeur, mais qu'est-ce qu'il ferait avec un ordinateur? Et ça, c'est la même chose. C'est-à-dire quand on rase les universités, quand on rase les écoles, c'est sidérant, ça. Ça, c'est sidérant. Ce que vous releviez pardon. Non, c'est juste sur un point, ce que Michel parlait de l'argument, en fait, qui est ressassé depuis un an sur le droit à se défendre, et j'aurais aimé que Raphaël Maison puisse réagir aussi là-dessus. Et ensuite, allez-y. Puis je pense que Michel Sibony a très bien signalé le fait que pendant un temps, et c'est pourquoi je pense que les interventions judiciaires dans l'année qui s'est écoulée ne semblent pas très utiles, mais en fait elles le sont parce qu'elles viennent un peu casser cette représentation dominante du discours occidental, au moins, parce que dans les pays du Sud, je pense qu'on voit pas du tout les choses comme ça. Voilà, l'action en légitime défense, et puis le discours se prolonge pour le Liban, et les États occidentaux sont derrière. L'action en légitime défense, bon, ça c'est un discours qui nous a contraints pendant 3 mois. On ne pouvait pas contester cette idée de légitime défense. Même ceux qui disaient la réaction est excessive, mais c'est quand même de la légitime défense. C'était très rare d'entendre une contestation du principe même de la légitime défense. Ce qu'on a essayé de rappeler, c'est que la Cour internationale de justice en 2004 a dit que on ne peut pas exercer une légitime défense, vous l'avez signalé, je crois, Michel, dans un contexte si la violence à laquelle on réagit émane d'un territoire occupé, où le peuple a le droit de s'émanciper, et s'il ne peut pas le faire par des moyens pacifiques, c'est rarement le cas d'ailleurs dans la condition coloniale, eh bien il a le droit de résister. Alors je ne dis pas nécessairement que le 7 octobre est un acte de résistance héroïque, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, on ne peut pas encadrer la réaction israélienne, me semble-t-il, sous l'angle de la légitime défense que la Charte des Nations Unies réserve à une agression armée de la part d'un autre État. Et c'est très logique, puisque comme le peuple opprimé, qui a le droit de disposer de lui-même,
a le droit de s'émanciper et que l'État, dans le droit des Nations Unies, hein, que l'État occupant ou colonial doit permettre la libération du peuple, eh bien, il a le droit de chercher à s'émanciper. Donc c'est normal que l'État occupant n'ait pas le droit d'agir en légitime défense contre un peuple qui n'est pas constitué en un État agressif.